Kikou, bienvenue à tous, ici Gia. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour ma toute première vidéo. Sur ma chaîne, je vous présenterai des affaires de disparition, des enquêtes criminelles et des événements mystérieux. Il y aura une vidéo tous les vendredis à 18h30. Et maintenant, penchons-nous ensemble sur une affaire française extrêmement connue malheureusement, celle d'une petite fille qui a disparu en plein jour à la sortie de son école en 6 minutes. Marion est née le 3 août 1986 et elle a 10 ans au moment des faits. Elle est en classe de CM2 à l'école Sambel qui se situe dans la rue Marceau de la ville d'Agen. Elle habite rue Paul d'Amblas dans cette même ville. Marion a une vie de famille tout à fait normale. Elle vit avec son papa, sa maman, ainsi que son grand frère, sa grande sœur et le petit chien de la famille. Elle est décrite par ses proches comme pas sauvage, enjouée et travailleuse à l'école. C'est une enfant équilibrée, rêveuse et joyeuse. Et c'est aussi une grande fan de Michael Jackson, ce qui colle bien à la personnalité décrite par son entourage, à savoir une enfant pleine de peps, croquant la vie à pleines dents. Nous sommes donc à Agen, dans le Lot-et-Garonne, dans le 47. On est à la fin des années 90, le 14 novembre 1996. Il est midi. La pause déjeuner débute pour tous les petits écoliers de l'école Sambel. Comme souvent, son institutrice, qui est très consciencieuse, lâche les petits avec 10 minutes de retard, le temps que ceux-ci finissent la leçon qu'ils ont entamée le matin. Marion part donc à midi 10 de son école primaire. Comme beaucoup d'autres camarades, elle sort de l'école prête à déguster un repas bien mérité après sa studieuse matinée d'école. En temps normal, 2 fois par semaine, elle fait le trajet du midi avec une copine de l'école en faisant un détour par le salon de coiffure de la mère de celle-ci. Mais pas le jeudi. Ce jeudi 14 novembre 1996, Marion rentre donc seule de l'école. Sa maman lui a souvent conseillé et demandé de faire le trajet retour de l'école quand elle est seule, avec des mamans qui sont venues chercher leurs enfants à l'école. Mais Marion, avec son caractère enjoué, aime courir sur le retour de l'école, et c'est ce qu'elle fait souvent. Après être sortie de l'école primaire à midi 10, elle fait un crochet à midi 11 par son ancienne école maternelle afin de faire un coucou à son ancienne maîtresse. Marion est en CM2 mais va souvent faire un coucou à son ancienne maîtresse et reste quelques minutes en sa compagnie. Elle fait comme toujours un petit tour de toboggan dans la cour de l'école maternelle avant de repartir en courant. Ce qui a été confirmé par une maman venue chercher ses bouts de chou à l'école. Si elle s'est mise à courir, c'est parce qu'il est midi 11 et que ses parents, Michel et Françoise Wagon, ainsi que son frère Gilles, qui a 15 ans, sa sœur Charline, qui a 14 ans, et le chien de la famille Diego, l'attendent à la maison pour déjeuner et qu'elle est en retard. Surtout que son père, employé dans une carrosserie du quartier, reprend tôt et qu'elle le sait très bien. Elle se met donc à courir en direction de sa maison, à 400 mètres de là. Elle sera vue pour la dernière fois par une seconde maman qui passait par là, courant. Il est midi 11. Elle passe rue Barsalou-Fromenty, puis disparaît. Elle n'a pas franchi le boulevard de la Liberté, puisqu'elle n'a pas été vue par le policier municipal en charge de s'assurer de la sécurité des enfants, empruntant le passage clouté dans ce fameux boulevard. Le policier municipal assure qu'il se serait souvenu du passage de Marion, car cette dernière lui disait toujours bonjour, il la connaissait donc bien. Le policier reste quotidiennement en poste jusqu'à midi 16. Il aura donc fallu 6 minutes pour que Marion disparaisse. Un témoin dira plus tard avoir failli la renverser et que la petite, qu'il pense être Marion, serait repartie en courant. Il dira aussi l'avoir vue dans son rétroviseur emprunter une route alternative menant à l'arrière du bâtiment de Marion. L'arrière du bâtiment d'où des cris ont été entendus plus tôt par la mère et la sœur de Marion. Alors se pourrait-il que la petite ait été enlevée littéralement au pied de son bâtiment ?
Il est 12h25, tout le monde était à la maison, sauf Marion. Les parents commencent à se demander où peut bien se trouver leur fille cadette. Ils envoient donc leurs aînés, Gilles et Charline, refaire le trajet de l'école pour voir si Marion n'y est pas et n'aurait pas par exemple traîné sur le retour. On l'a tous fait, croiser une connaissance et papoter un peu sur le retour de l'école en sachant qu'on sera en retard. Alors pour l'instant, rien de trop inquiétant. De plus, ils habitent un coin tranquille et n'ont jamais eu de problème jusque-là. Ils sont donc confiants. Marion a traîné un peu sur le retour, les deux grands vont la ramener et tout le monde passera à table afin de déguster un bon repas en famille. Mais quand Gilles et Charline finissent par repasser le pas de la porte de l'appartement familial, leur petite sœur n'est pas avec eux, ce qui finit d'inquiéter les parents. Surtout que tout à l'heure, Françoise et sa fille Charline ont eu l'impression d'entendre un cri à l'arrière du bâtiment. Et même si sur le coup cela n'était pas inquiétant, couplé maintenant au retard de Marion, ça commence à l'être. Ils passent donc un coup de fil aux pompiers et aux hôpitaux pour vérifier que Marion n'a pas eu d'accident, mais rien. Il est donc 12h45, soit 35 minutes après la sortie de Marion de l'école Sambel, quand les parents décrochent leur téléphone. Ils ne savent plus quoi faire et commencent sérieusement à s'inquiéter. Ce retard est anormal et ils ont besoin d'aide. Ils appellent donc la police d'Agen et tombent sur Roland Courdecès, qu'ils informent de la disparition de leur fille. C'est ici, à la sortie de l'école Sambel, que la petite fille a été vue pour la dernière fois. Ils ne le savent pas encore, mais bientôt la France entière connaîtra le prénom de leur cadette, Marion. Une fois l'appel reçu, les policiers d'Agen commencent immédiatement les recherches. Donc voici l'école primaire où Marion était scolarisée. Le 14 novembre à midi, alors que tout s'est bien passé le matin à l'école, elle va sortir d'ici à midi. Elle va prendre les passages côtés. Arrivée ici, elle va tourner à gauche. Elle va tourner à droite par la rue Barsalo-Fromenty. Là, elle est accompagnée par deux petites camarades. Elle va, comme elle le fait quelquefois, elle va rentrer ici à l'école maternelle où elle a été scolarisée quelques années plus tôt. Elle va aller faire du toboggan, celui que vous voyez là-bas. Avant d'aller faire du toboggan, elle va aller embrasser son ancienne maîtresse d'école. Elle va jouer avec ses petits camarades et aux alentours de 12h10, elle va dire je suis en retard à cet après-midi. Et elle va repartir en courant, elle va ressortir ici. Elle va se diriger vers l'immeuble de ses parents. On pense qu'elle marche très très vite parce qu'elle est pressée. Une jeune femme qui vient chercher son fils, son enfant à l'école maternelle, va la voir ici en train de courir, sans qu'elle soit poursuivie par personne, sans qu'elle ait apparemment peur. Elle la voit traverser ici en courant. Et c'est la dernière fois où Marion sera aperçue vivante. À partir de là, Marion disparaît. Et tout le reste ne va être qu'hypothèse, simplement. Ils cherchent une demoiselle aux cheveux châtain clair de 10 ans, avec une coupe au carré, de grands yeux bleus et une marque de naissance sur la joue gauche. Marion fait 1m40 et ce jour-là, elle porte un manteau noir, des collants de saison rayés de fines rayures bordeaux et noires et a aux pieds des boots beige. En premier lieu, les enquêteurs pensaient à une fugue car son père, Michel, explique que la veille, Marion a été grondée. La déduction première en a donc été la fugue, les enquêteurs envisageant que vexée, Marion aurait pu vouloir partir de la maison et reviendrait quelques heures plus tard. Mais pourtant, ce matin-là, elle était normale et souriante. Elle n'a pas pris d'affaires dans sa chambre, ni d'argent, ses parents ont vérifié. Rapidement, les enquêteurs rejetteront la piste de la fugue au vu des derniers mouvements connus de Marion et de par ce qu'on sait de son caractère, ça ne lui ressemble pas du tout. Une mobilisation massive se met alors en place. Les 31 000 habitants d'Agen découvrent avec horreur qu'une fillette a disparu. Ils aident tous de bon cœur. Des affiches de disparition sont imprimées et collées de partout avec l'aide de bénévoles dans les commerces, les lieux publics, etc. Beaucoup de ces affiches ont été jaunies par le temps car les habitants d'Agen les ont laissées dans les vitrines pendant des années pour ne jamais oublier la disparition de Marion. C'est dire à quel point ils ont été émus.
Les enquêteurs en charge de l'enquête commencent les fouilles. Ils vont fouiller tout le quartier. Les berges de la Garonne, les hameaux, les fermes isolées, les grottes, sans succès. En sortant du commissariat d'où il vient de déclarer la disparition de sa fille, Michel, le père, décide d'essayer de se mettre dans les baskets de sa fille, de se glisser dans sa tête et d'imaginer où sa fille de 10 ans aurait bien pu aller traîner. Où pourrait aller une gamine de 10 ans? Au seul McDo de la ville? À la gare qui n'est pas si loin de l'école? Il a même envisagé les squats du coin en se disant que sa fille aurait pu être entraînée par quelqu'un, mais sans succès. Les policiers l'ont déjà précédé de partout et ont fouillé tous ces endroits. Les recherches continuent avec l'intervention d'un maître chien afin d'essayer de trouver une trace olfactive sur le trajet qu'elle a emprunté de l'école à la maison. Mais par malchance, celui de la gendarmerie est en congé ce jour-là. On fait donc venir celui des pompiers de Villeneuve-sur-Lot, à 30 km de là, ce qui ralentit quelque peu les recherches qui ne débuteront qu'en début d'après-midi. Le chien s'arrêtera proche de l'école Sambel, rue Hoche. La piste du chien s'arrête au bâtiment des Pradines, près du boulevard de la Liberté. Le bâtiment sera aussitôt fouillé de fond en comble, mais rien ne sera trouvé. Des équipes de policiers et des 2 chiens inspectent les quartiers environnants, sans résultat. Je crois qu'il a été difficile pour le chien de retrouver des pistes dans la mesure où il y a pas mal d'éléments qui bloquent sa course et qui font que le chien n'est pas fiable à 100%. Il y a eu 2 chiens qui sont intervenus jusqu'à présent, mais sans grand succès, il faut bien le dire. Marion ne rentrera malheureusement pas ce soir et sa famille devra passer sa première nuit sans elle. Le lendemain, vendredi 15 novembre, les policiers fouillent des caves, des immeubles. Ils font ouvrir le coffre des voitures quittant la ville. Un hélicoptère les aidera dans leurs recherches, en vain, malheureusement. Agen ce matin, à la une des journaux locaux, le visage de Marion, 10 ans, disparu voilà plus de 48 heures. Le dimanche 17 novembre, 3 jours après sa disparition, les militaires viennent en renfort pour aider à passer la région au peigne fin. C'est le 48e régiment qui interviendra, accompagné de chasseurs locaux qui connaissent bien le terrain et aideront donc aux battus. La recherche s'intensifie pour tenter de retrouver Marion. La jeune agenaise, âgée de 9 ans, a disparu jeudi midi entre son école et son domicile. Les premières investigations dans le centre-ville n'ont rien donné. Ce matin, de nouveaux moyens ont été mis en place. 80 gendarmes sont partis sur le terrain. Une information judiciaire pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans a été ouverte. Des enquêteurs qui ne veulent pour l'heure écarter aucune hypothèse, même si la fugue semble au fil des heures de moins en moins plausible. Un avion Mirage 4 est là également pour prendre des clichés aériens pour cibler les maisons ayant un puits qui aurait pu éventuellement servir à cacher quelqu'un, mais en vain. L'enquête a déjà coûté près d'1,5 million de francs, mais la vie de Marion n'a pas de prix. Les gendarmes ont été jusqu'à faire des photos aériennes d'Agen avec un Mirage 4 de reconnaissance pour tenter de retrouver une trace de Marion. Vue aérienne du quartier de la disparition de Marion, ce qui nous permettait de faire un travail d'environnement relativement précis, de cibler chacune des maisons. L'enquête pour enlèvement sera d'ailleurs ouverte ce jour-là par le juge d'instruction. Le 18 novembre, les fameuses affiches « Aidez-nous à retrouver Marion » avec sa photo voient le jour. L'association La Mouette, avec à sa tête Annie Gourgès, imprime 14 000 de ces affiches et les distribue partout avec l'aide des bénévoles. Cette association a malheureusement vu le jour 12 ans plus tôt, après l'assassinat d'une petite fille de 7 ans à Colérac, aussi en Lot-et-Garonne. Le 26 novembre, après 12 jours d'inquiétude interminable pour les parents de Marion, on diffuse son portrait dans toute la France, au péage d'autoroute entre autres, en espérant que quelqu'un puisse la reconnaître. Des affiches seront envoyées hors de la France. Ce ne sont pas moins de 50 000 affichettes en français et 32 000 en anglais, espagnol, italien et portugais qui seront diffusés de partout. Le 2 décembre, les parents de Marion prendront la parole lors d'une conférence de presse presque 1 mois et demi après la disparition de leur fille, en espérant un témoignage. Pendant l'interview, l'inspecteur Courdecès, qui participe à l'enquête, déclarera que « cette affaire, c'est du jamais vu. Elle est compliquée car il n'y a aucun élément. » Marion, si tu entends ce message, ou si tu lis le journal,
Reviens-nous vite, nous t'aimons. Si quelqu'un la retient auprès d'elle, nous le supplions de nous rendre notre enfant. Je lance aussi cet appel à toute personne qui pourrait nous aider à retrouver notre petite fille Marion. Passe et tristement, voilà arriver le premier Noël sans Marion. Dans un élan de solidarité, l'association La Mouette proposera aux Français d'envoyer des lettres de soutien aux parents de Marion afin qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas. Les parents recevront 2000 lettres suite à cet appel. J'ai une pensée pour Gilles et Charline, encore jeunes à l'époque des faits. Ce Noël a dû être vraiment particulier pour eux. Le 13 février 1997, 3 mois quasiment jour pour jour après la disparition de Marion, ses parents passeront à l'émission Perdu de vue, très connue à l'époque, de Jacques Pradel. Après l'émission, 1000 appels seront reçus en 2 heures, mais aucun n'apportera d'indices ou de pistes sérieuses. Parallèlement, l'association La Mouette a l'idée de faire comme aux USA et d'imprimer des briques de lait avec l'avis de disparition et la photo de Marion dessus. Ce procédé a déjà fait ses preuves dans d'autres pays, alors pourquoi ne pas essayer? Des industriels du lait seront contactés et 4 millions de packs de lait seront imprimés et distribués, envoyés dans toute la France. Une première. Cette pratique très courante aux USA n'avait jamais été testée chez nous. Le revers de la médaille, c'est que des milliers de fausses pistes devront être suivies par les enquêteurs, leur faisant perdre un temps précieux. Des gens de bonne foi pensant l'avoir vue en passant au sordide canular, Marion sera vue aux 4 coins du monde. Janvier 97. Une de ces pistes sera par exemple suivie quand un faux détective privé contactera les parents de Marion pour tenter de les escroquer en leur demandant une rançon alors qu'ils ne savaient absolument pas où était passée la petite. Il fut arrêté dans le 38 à Voiron, près de Grenoble. Il prendra 2 ans de prison pour ces faits et un complice à lui sera arrêté et aura aussi une peine de prison. Début avril 1997, le président Jacques Chirac reçut les parents Françoise et Michel à l'Élysée. Initialement, il ne devait y avoir que Bernadette Chirac qui devait être présente, mais le président, ému par leur histoire, tient à les rencontrer personnellement. Il annule alors un rendez-vous important avec le chancelier allemand en place à ce moment-là, Helmut Kohl, afin de rencontrer lui-même les parents de Marion en compagnie de sa femme Bernadette Chirac et d'Alain Juppé. Il leur a dit de ne pas baisser les bras. 15 jours après cette rencontre, le 24 avril 1997, le dossier de Marion fut transféré de la police, jusqu'où il avait été géré jusque-là, aux gendarmes. Ceux-ci reprirent l'enquête à zéro. En mai 1997, 6 mois après que Marion se soit évaporée, les gendarmes mettent un suspect en garde à vue. Celui-ci est le parrain d'une des amies d'école de Marion. Une fois en garde à vue, celui-ci s'accusera de l'enlèvement et du meurtre de Marion, sans aucune autre précision. Ayant un profil inquiétant car déjà connu pour des faits d'abus intimes par le passé par la justice française, les enquêteurs vérifieront cette piste. L'homme a déclaré avoir jeté le petit corps sans vie de Marion dans le canal latéral d'Agen, le canal de la Garonne. Alors, les enquêteurs le font vider sur 10 km et à l'aide de plongeurs, ils sondent 6 écluses. Malheureusement, toujours aucune trace de Marion. L'homme qui s'est dénoncé affabulait et a donc été remis en liberté. Ce n'est malheureusement pas la première fausse piste que les enquêteurs devront suivre. Un homme s'est déjà accusé et a fini en psychiatrie. Une vieille femme et 2 autres témoins jureraient avoir vu Marion en Gironde. On l'aurait vu aussi en Suisse. Une femme a aussi dénoncé son compagnon qui a finalement été mis hors de cause après enquête. Un homme venant du Portugal, en visite à Lourdes, assure avoir vu Marion dans son pays d'origine après avoir vu des affichettes placardées en France. Mais cette piste n'aboutira pas. Des radiesistes envoient des lettres, certains la pensent vivante quelque part dans le monde, d'autres la voient morte. On pensera la voir au Japon, en Amérique du Sud, en Martinique, en Afrique, en Pologne. Une piste sera suivie au Portugal suite à la réception par les gendarmes d'une cassette vidéo
contenant l'image d'un homme et d'une fillette ressemblant à Marion Wagon. Sauf qu'en réalité, c'était un père et sa fille venant de Mulhouse. L'homme a donc été mis hors de cause. Et au Portugal, d'où ils avaient reçu d'une main anonyme une cassette vidéo d'un homme en compagnie d'une fillette ressemblant étrangement à Marion. Nous, on part sur la vidéo. Et là-bas, on va donc au Portugal. Et au Portugal, on va retrouver traces de ces gens-là. Donc c'est le père et sa fille. Et ensuite, on va les retrouver à Mulhouse. Et là, on va prendre des photos pour bien montrer qu'il y avait vraiment une ressemblance et il y avait une confusion possible, quoi. Donc ça, c'est une piste qui s'effondre après vérification. Voilà, complètement. Comme des milliers d'autres. Un appel à témoins sera même lancé le 19 juillet, 8 mois après la disparition de Marion, car un touriste situé à Fort-de-France, dans la commune des Trois-Îlets, dira qu'une fillette ressemblant à Marion serait venue lui dire « Je m'appelle Marion Wagon et je veux rentrer en métropole ». Wagon prononcé Wagon comme Marion le prononçait. Malheureusement, c'était une fausse piste de plus. Toutes ces pistes ont mené les enquêteurs un peu de partout dans le monde, sans aucun résultat. 5000 lettres de radiésistes seront étudiées, 1200 appartements visités, 1300 personnes entendues, 600 emplois du temps vérifiés et 600 délinquants sexuels entendus. Marion ayant disparu un jeudi entre midi et 13h, les enquêteurs ont l'idée de recréer les conditions du jour de la disparition de Marion en se postant sur le trajet de son école et en relevant 3000 plaques de voitures qu'ils compareront ensuite à leur base de données pour vérifier si par hasard un délinquant connu pour des faits d'abus, d'enlèvement ou de meurtre n'aurait pas pu croiser le chemin de Marion ce jour-là. Aucun résultat. Aucun profil ne ressortira. Des carrières seront aussi fouillées en Dordogne et dans le Lot, dont celle de Calviac, suite à une fausse piste. Suite à une dénonciation, un homme ayant un passé d'agresseur sera mis en garde à vue, car il avait demandé une route discrète pour aller ce 14 novembre 1996 à Agen. Peut-être aurait-il croisé la route de Marion après tout. Il sera finalement relâché et innocenté faute de preuves. La piste des parents sera même envisagée par les enquêteurs de la gendarmerie, comme souvent dans ce genre de disparition. Je sais que c'est normal que les enquêteurs vérifient toutes les pistes, y compris la piste familiale, mais honnêtement, ça me brise le cœur quand je vois des parents innocents accusés à tort d'avoir fait des choses monstrueuses à leurs enfants qu'ils ont chéris depuis la naissance. Maintenant, au vu du comportement de certains parents envers leurs enfants, on peut comprendre qu'il est plus sage en effet de vérifier toutes les pistes. En automne 1997, Françoise Wagon, la maman de Marion, sera donc convoquée au bureau du juge d'instruction. À son arrivée, à son grand étonnement, un lit de camp est présent dans le bureau. Ce lit de camp a été installé dans le but de faire subir à cette maman une séance d'hypnose afin de voir si on peut faire remonter des souvenirs du jour de la disparition de sa fille. Fort heureusement pour elle, cette maman déjà éplorée était ce jour-là accompagnée de son avocat qui lui conseillera fortement de refuser cette séance d'hypnose, ce qu'elle fera. En mai 1998, un portrait vieilli de Marion sera réalisé par les gendarmes. Cela fait 2 ans qu'elle a disparu, alors ne sachant pas quelle apparence ses ravisseurs potentiels auraient pu lui donner, il la dessine avec les cheveux courts et longs. En 2000, 4 ans après l'évaporation de Marion, 10 000 affiches de recherche regroupant plusieurs enfants disparus sera diffusée. Le portrait de Marion en fait partie. En 2003, la piste du tueur en série français Michel Fourniret sera étudiée car de l'ADN sera retrouvé sur un matelas, lui-même retrouvé chez la sœur de Michel Fourniret. Et si la petite Marion avait croisé la route de Michel Fourniret ? 24 ans après la disparition de l'enfant de 10 ans, la justice envisage désormais cette possibilité. Des traces ADN découvertes sur un matelas retrouvé dans l'une des antres de l'Ogre des Ardennes vont être comparées à celles de Marion. Une terrible perspective pour les parents de la fillette et leur avocat. En 2009, cette piste sera définitivement écartée car des analyses ont été menées sur le fameux matelas et dans le fourgon de Michel Fourniret et que l'ADN de Marion n'y a pas été retrouvé. En 2003 encore,
Un homme affirme avoir vu Marion dans une soirée organisée par Patrice Allègre, un autre tueur en série français. Cette piste conduira à la mise en examen de l'homme pour diffamation, déclaration de crime imaginaire et calomnie. Petit à petit, la cellule Marion, mise en place au début de l'enquête, passera de 40 enquêteurs à 2 en 2020. Les parents, Michel et Françoise Wagon, ont fini par déménager à Bonne-Encontre, dans une maison à 6 km d'Agen, qui, on l'espère, les aura aidés à vivre avec la disparition de leur cadette, loin de cet endroit qui leur a volé leur fille et dans lequel, j'imagine, ça doit être très dur de revenir. Gilles, qui avait 15 ans, et Charline, 14 ans au moment des faits, sont devenus adolescents, puis adultes, et ont fait leur vie. Charline s'est installée dans le sud, tandis que Gilles, lui, est parti en région parisienne. Michel et François sont devenus grands-parents pour leur plus grand plaisir. L'enquête a été très longue et poussée, avec, comme vous avez pu le voir, des centaines de fausses pistes qui ont été sérieusement suivies par les enquêteurs, sans aucun résultat. À ce jour, on ne sait toujours pas où est passée Marion Wagon, disparue en plein jour, en 6 minutes, entre midi 10 et midi 16. Cette histoire de disparition m'a toujours choquée, car Marion et moi avions le même âge, et au moment de sa disparition, je me suis donc identifiée à elle, et j'ai eu très peur qu'il m'arrive la même chose. C'est la première disparition dont j'ai eu connaissance, et en faisant les recherches pour vous tourner cette vidéo, j'ai été rassurée de voir tous les moyens mis en œuvre pour essayer de retrouver Marion. Une ville entière, des militaires, des chasseurs, des policiers, des gendarmes. On a carrément vidé un canal. Je trouve que les recherches pour Marion ont été vraiment poussées. Bien sûr, ce n'est que mon opinion, mais à ma connaissance, c'est la seule affaire française où des briques de lait ont été utilisées comme support afin de diffuser au mieux un avis de disparition. Un Mirage 4, un avion militaire, a même été utilisé lors des recherches, et pour moi c'est aussi une première. J'ai bien sûr une grosse pensée pour la famille et les proches de Marion, pour qui ça a dû être extrêmement dur de ne pas savoir ce qui lui était arrivé. Si quelqu'un de sa connaissance tombe par hasard sur cette vidéo, j'espère que les informations utilisées sont exactes. Les recherches ont été très compliquées, il y avait vraiment beaucoup d'infos et j'ai fait au mieux pour compiler tout ça correctement, mais j'avoue qu'il y avait des fois où les infos se contredisaient et c'était extrêmement difficile de démêler le vrai du faux. Pour ma part, je pense qu'il n'y a aucune chance que ce soit une fugue. Marion vivait dans une famille équilibrée et stable. C'était une petite fille obéissante qui ne posait aucun problème et absolument pas rebelle. De plus, ses parents ont fouillé sa chambre et y ont retrouvé ses affaires ainsi que son argent. Avec quoi est-ce qu'elle aurait pu donc fuyer? Il ne reste donc qu'une seule possibilité et je pense que malheureusement, ce jour-là, elle a croisé la route de quelqu'un de très mal intentionné qui, la voyant seule, l'a fait disparaître sans être vue. J'espère sincèrement qu'un jour on aura le fin mot de l'histoire et qu'on saura où est Marion. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me donner vos théories dans les commentaires. Pour vous, que s'est-il passé ce jour-là? Est-ce que c'est un inconnu ou quelqu'un qu'elle connaissait qui aurait approché Marion pour la faire disparaître? Ou avez-vous une autre théorie? Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je sortirai une vidéo tous les vendredis à 18h30. Mais la semaine prochaine sera une semaine un peu particulière, vu que c'est celle qui précède Halloween. J'aimerais vous sortir une micro-vidéo par jour. Alors si vous aimez les mystères et les histoires horrifiques mais réelles, rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'être resté jusqu'au bout et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.